Nous sommes mardi 13 septembre 2022. Toute l'équipe de Guérita TV Monde, nous sommes toujours là pour vous servir tout d'horizon. Bonsoir et bienvenue. L'Union islamique du Bénin évalue l'organisation du Hajj 2022. C'est à travers un atelier organisé ce mardi 13 septembre 2022 à Cotonou. L'objectif de cette rencontre est de relever les forces et faiblesses de la nouvelle réglementation du Hajj au Bénin. Suivons. 4 mois après le retour des pèlerins béninois de la Mecque, l'Union islamique du Bénin, en collaboration avec les prestataires d'assistance aux pèlerins, font le point. C'est à la faveur de cet atelier bilan organisé à Cotonou. Les acteurs clés de l'organisation du Hajj étaient de la partie et dans son intervention, le commissaire au Hajj a situé le contexte dans lequel se tient cette rencontre. Le Hajj 2022 étant un Hajj test, le tout premier après les réformes engagé par le gouvernement du président Patrice Talon, il est nécessaire de marquer ensemble un arrêt pour évaluer et surtout faire un bilan des résultats obtenus au regard du nouveau contexte d'organisation du Hajj, de tirer des leçons y afférentes et d'affiner les moyens et méthodes d'action pour une meilleure contribution à l'organisation du Hajj au Bénin. 2083 au total, les pèlerins béninois, à travers l'un de leurs délégués, reconnaissent les efforts fournis pour la réussite du pèlerinage de cette année. Avant mon départ, nous avons appris beaucoup de choses, mais arrivé là-bas, c'était le contraire. Là, on était logés premièrement et je vous assure, c'est des hôtels de 5 étoiles qu'on nous avait donné ce jour. On ne s'attendait pas à ça. Parce que si les gens qui ont été avant nous, quand on te raconte des trucs, c'est comme si tu parles à Mecque une fois, c'est que la prochaine fois, tu n'auras plus envie de partir. Mais c'est tout à fait le contraire. Plusieurs travaux ont été inscrits dans le cadre de cette rencontre. Ainsi, le président de l'Union islamique du Bénin a eu l'honneur de lancer ces travaux. Ce cadre d'échange qui nous rassemble aujourd'hui est un moment privilégié pour faire le bilan de l'organisation du Hajj 2022. De façon spécifique, il s'agira de passer en revue la contribution de chaque partie prenante aux résultats obtenus, de partager les constats généraux et les leçons apprises des différents résultats, d'analyser les forces et faiblesses de la nouvelle réglementation du Hajj en vigueur, d'analyser les prestations des services des sociétés agréées au regard des défis en jeu liés à la bonne organisation du Hajj en République du Bénin. Afin d'atteindre les objectifs visés par cet atelier, 2 principales communications ont été présentées. Le pèlerinage musulman, ce pilier de l'islam, est le titre de la première. La deuxième a porté sur l'organisation de l'édition 2022 du Hajj, force, faiblesse et perspectives. Après des travaux en atelier, la présentation et la validation des recommandations et perspectives 2023, le communiqué final de l'atelier a été adopté. Parlons sport à présent. Démarré le 8 septembre dernier, la 3e session de formation des entraîneurs niveau 1 de World Athletics a pris fin ce lundi 12 septembre 2022. La cérémonie de clôture a eu lieu au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo en présence de plusieurs personnalités du monde de l'athlétisme au Bénin et de la représentante de l'ambassade de la France près le Bénin. Suivons. 3e session de formation des officiels techniques niveau 1 World Athletics. La clôture a eu lieu ce lundi 12 septembre 2022. Après 5 jours de fructueux échanges, ces athlètes venus de diverses localités du Bénin sont désormais armés pour officier des compétitions au niveau national qu'international. Après les 33 heures de cours théoriques et pratiques, en présence de l'ensemble des stagiaires, en salle, sur le terrain, et les examens qui ont sanctionné, les résultats sont quand même assez encourageants lorsque nous les comparons à ceux que nous avons eus lors des 2 premières sessions. Nous devons, dans la suite des actions attendues, organiser une trentaine de compétitions dans nos contrées où seront appelés à officier les juges que nous avons formés. Je voudrais, à partir de cette tribune, inviter chacun à jouer pleinement son rôle dans la chaîne de devoirs désormais mieux cernée pour permettre à notre pays, à l'issue, de disposer de jeunes athlètes
de sexe féminin capables de défendre les couleurs pays dans un avenir très proche. Très heureuse de l'aboutissement que connaît ce projet, la représentante de l'ambassade de France près le Bénin a félicité les récipiendaires et tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet Sport au féminin. Vous devez toutes être très fiers d'avoir effectué ce stage de formation. Bravo à vous. Le projet au Bénin fait figure de modèle, parce qu'il y a très peu de projets uniquement sur le sport féminin, donc vraiment bravo. Je pense que c'est vraiment un beau projet qui fera figure de modèle aussi pour bien d'autres. Vers au départ, elles sont 12 à recevoir in fine leur attestation. La majeure de cette promotion est Mishkat Atodjinou. Ces lauréates prennent l'engagement d'œuvrer pour davantage révéler l'athlétisme au monde. Nous vous rassurons que par ce parchemin que nous venons d'avoir est un signe de motivation qui nous oblige à accompagner l'institution fêtière de l'athlétisme au Bénin à œuvrer pour le développement de ce sport dans toute sa dimension. Le représentant du ministre des Sports a félicité la Fédération béninoise d'athlétisme pour toutes les activités exécutées dans le cadre de ce projet. Darus Dadé a salué l'appui constant de l'ambassade de France dans la réussite du projet avant d'inviter les lauréates au travail. Vous êtes capable d'encadrer et de conduire des compétitions d'athlétisme déjà dans vos localités respectives sur le plan national et voire sur le plan international. Je vous remercie particulièrement pour votre engagement personnel. Je ne veux pas remercier, aujourd'hui je finirai jamais de remercier l'ambassade de France entièrement, avec votre collègue Madame Marie Veillon aussi, qui continue de se battre aux côtés de toutes les autres fédérations bénéficiaires qui font le même travail. C'est encourageant de savoir qu'au bout donc de ce projet, nous allons pouvoir rehausser le niveau du sport féminin dans notre pays. Le projet Sport au féminin est une initiative de l'État béninois à travers le ministère des Sports et financé par l'ambassade de France par le Bénin. Il prend en compte 3 disciplines à savoir l'athlétisme, le handball et le basketball. C'est avec cet élément que nous refermons le bulletin d'information. Nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, pour Bellagar, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Effondrement des ponts et dégradation des routes suite aux fortes pluies. Quid de l'anticipation et la qualité des ouvrages. C'est l'intitulé de la chronique du jour proposée par Mas Gaspard Adjamossi. Effondrement des ponts et dégradation des routes suite aux fortes pluies. Quid de l'anticipation et de la qualité des ouvrages. C'est une situation qui devient récurrente et répétitive. À chaque saison pluvieuse, les fortes pluies qui s'abattent sur nos localités et la montée des eaux que cela occasionne ne manquent pas de provoquer la dégradation de plusieurs infrastructures routières et l'effondrement des ponts. C'est beaucoup plus les populations du Nord Bénin qui souffrent de cette situation, ainsi que les usagers de ces routes et ponts qui relient pourtant plusieurs communes, villages et localités entre eux. La survenance de la dégradation des routes et de l'effondrement des ponts du fait des inondations occasionne parfois et souvent l'impraticabilité des dites infrastructures sur plusieurs jours, provoquant ainsi de fait l'isolement de certaines communes avec les conséquences économiques que cela induit. Ce sont là des situations qui posent d'une part le problème de la qualité des infrastructures et ouvrages dont il est question et d'autre part la capacité de prévision et d'anticipation des autorités en charge de ce secteur. En plus de veiller sur la qualité des infrastructures,
et d'avoir une idée plus ou moins précise de leur durée de vie et de leur résistance aux intempéries, les autorités en charge des transports et des travaux publics doivent avoir une idée claire et précise des infrastructures et ouvrages dont l'état de dégradation très avancé et la vétusté sont évidents. La proximité de la saison des pluies et ses conséquences prévisibles devrait amener à anticiper ces dégâts en réaménageant ou en réfectionnant l'ensemble des vieilles infrastructures et ouvrages susceptibles d'être impactés négativement. On ne devrait pas attendre, comme c'est le cas apparemment, les instructions fermes du chef de l'État avant de lancer des travaux de réhabilitation, de reconstruction et de construction des axes routiers en question afin de soulager les peines des populations. Du moment où les ouvrages vétustes et en dégradation sont connus et que les saisons pluvieuses sont également connues et prévisibles, une meilleure anticipation pouvait permettre de régler les problèmes récurrents de dégradation de voies et d'écroulement de ponts dus à la montée des eaux. Même s'il faut reconnaître honnêtement que tous les dégâts ou catastrophes naturelles ne sont pas toujours prévisibles. L'autre aspect est qu'il faut, mieux que par le passé, mettre un accent particulier sur la qualité et la résistance des infrastructures routières et des ouvrages comme les ponts et autres. L'autre n'a-t-il pas affirmé que, je cite, « La route du développement passe par le développement de la route ». Fin de citation. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Nous allons à présent recevoir Charles Alban Daoui dans le forum de discussion. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Faouzia Sefou. Dans le forum de discussion de ce jour, on parlera politique. Pour dire que législative de 2023, les activités politiques s'intensifient. Vous le savez très bien, Charles Alban Daoui. Sur le terrain et dans la foulée, on entend des propos régionalistes qui émergent. Oui, c'est vrai, des propos régionalistes qui commencent à émerger de part et d'autre. Vous savez, à chaque veille d'élection, c'est malheureusement à ce genre de scène qu'on assiste dans notre pays. Et chaque fois que les élections approchent, c'est le moment propice pour que des gens qui habitent des espaces, qui habitent un quartier, qui habitent une ville depuis peut-être des années, se retrouvent subitement à être des étrangers. Or, vous savez qu'au Bénin, la loi fondamentale prescrit que lorsque vous passez sur le territoire béninois un certain nombre d'années, vous avez la nationalité du Bénin. Vous imaginez que à l'intérieur même du territoire, quelqu'un qui est peut-être du Nord et qui vient habiter à Porto-Novo, c'est lorsqu'il fait 10 ans, 20 ans à Porto-Novo, que l'on vienne à lui dire qu'il n'est pas de Porto-Novo parce que simplement ses origines ne sont pas liées à Porto-Novo parce qu'une élection approche, vous voyez que ça devient compliqué. Donc, ce sont des discours qui reviennent chaque fois, à chaque veille de législative pour faire de l'exclusion. Et souvent, ce sont des personnes qui se disent autochtones, qui se disent directement liées aux espaces dont il est question et qui ont des ambitions politiques et qui peut-être se voient dépassées par ces personnes-là que l'on considère en griffe comme étrangers. Et donc, pour les exclure, pour les mettre hors de course, il faut bien dire quelque chose. Et lorsqu'on n'a plus d'idées, lorsqu'on n'a plus d'arguments, lorsqu'on n'a plus rien à dire, je pense que c'est cette fibre-là qu'on commence à agiter. On commence à dire, il n'est pas des nôtres, il n'est pas de ce milieu, il n'est pas de ce quartier, il n'est pas de notre ville. Et on dit ça pour amener, dans l'intention d'amener ceux qui sont dans cet espace, qui se disent autochtones, à rejeter cette personne-là. Donc malheureusement, dans notre pays, c'est ce qui se passe souvent et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister actuellement. Et je dis, ça arrive ainsi parce que dans le monde politique, dans l'espace politique, souvent, les discussions ne sont pas menées sur la base d'idées. Pour construire. C'est souvent des attachements à des personnes, ça et là, qui animent un peu l'espace politique. Sinon, s'il y avait des idées, s'il y avait des courants, s'il y avait des théories que l'on développait, cela fédérerait beaucoup de gens et on ne serait pas en train de s'attacher à l'appartenance soit à une région ou à une ethnie. Charles Alban Daoui, si l'un des objectifs de la réforme du système partisan est de mettre fin aux partis attachés à une région ou à une personne, qu'est-ce qui justifie encore les discours régionalistes? Vous savez, avec la réforme du système partisan où nous avons eu aux législatives de 2019 deux partis, à savoir le Bloc républicain et l'Union progressiste qui étaient donc candidats à ces élections-là, ils sont les seuls aujourd'hui à avoir des élus au Parlement et par la suite nous avons également eu les communales. Quand on prend ces partis-là, on peut constater aisément que chacun de ces deux partis a ce qu'on peut appeler à son fief. Chaque parti a son fief, a son ancrage quelque part dans une région du pays.
quand on prend le bloc républicain, on peut constater que peut-être c'est dans la partie septentrionale que ce parti-là a beaucoup plus de députés ou d'élus communaux. Je dis ça. Apparemment, c'est ce qu'on constate apparemment. Sinon, si vous prenez par exemple une circonscription comme la 19e, figurez-vous que le bloc républicain, pour les communales passées, si on doit compter le nombre de conseillers du bout des doigts, ils en ont plus que le parti adverse. Donc, apparemment, c'est l'image que l'on a. Et en se fondant sur ces vues d'esprit-là, on estime que tel parti est de telle région. Or, chaque parti, quel qu'il soit, eh bien, a forcément des zones de grande influence. Vous voyez, quand vous prenez un parti comme le Bloc républicain, peut-être que sa zone d'influence, c'est le Nord. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est le parti, peut-être des gens de cette région-là, parce qu'ils ont des élus un peu partout. Hein, dans le pays, quand vous prenez l'Union progressiste aussi, vous allez voir, eh bien, ce parti également a sa zone d'influence, hein, qui est peut-être le sud, la partie méridionale et consomme. Mais ça ne veut pas dire que ce parti constitue le parti des gens du sud ou des gens du centre du Bénin. Mais souvent, à l'approche des élections, pour disqualifier tel ou tel, ce sont les discours qui reviennent malheureusement. Or, ceux-là qui ont travaillé pour que nous allions à la réforme du système partisan avaient pour intention de combattre ces choses-là, avaient pour intention de ne plus laisser émerger ce genre de discours. Malheureusement, aujourd'hui, ça revient et je pense que c'est un discours à combattre. Ce sont des choses à combattre sérieusement sur le terrain qu'il ne faut pas laisser grandir parce que si nous décidons d'aller vers de grands partis, on ne doit plus tenir ce genre de discours. Un parti qui a des élus dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin ne peut pas être considéré comme un parti appartenant à une certaine région. Donc, je pense que ce sont des discours de quelques personnes qui peut-être sont en train de se faire rattraper dans leur zone par des personnes qui sont adversaires, et pour les disqualifier, il faut bien tenir ce genre de discours. Parce que quand on s'en tient à l'achat des partis politiques, il n'est pas dit qu'un parti développe ce genre d'idées. Et donc, si dans un parti, des gens continuent de développer ce genre d'idées qui lient les personnes à des régions ou des discours régionalistes, je pense qu'il est important que ces partis-là prennent leurs dispositions pour sanctionner parce que l'achat des partis politiques interdit cela. Et s'il y a des personnes qui se donnent la liberté de tenir des discours publics du genre, il faut les identifier et les sanctionner une fois pour de bon. Merci à vous, Charles Bandaoui. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, le message est clair. Plus de discours régionalistes. Fin du forum de discussion de ce jour. Passons à présent à la rubrique « Quand les temps sont durs ». Que faites-vous? Du rire sur tout d'horizon, c'est tout de suite à travers la vidéo du jour. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité renouvelée. À demain, si Dieu le veut.